Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, défaite 1-0 du Milan face au Napoli à domicile, but de Politano sur passe en profondeur de Zielinski à la 49e minute. À mes côtés ce soir, Nico, Aristipe et Arco, salut à vous. Bonsoir. Salut. Nico, c'est encore une défaite, ça commence à faire beaucoup depuis la trêve. Quel est ton verdict sur la prestation milanaise ce soir? Mon verdict, il est par rapport aux défaites qu'on a pu encaisser ces derniers temps. C'est que c'est un match nul quand même. Enfin, c'est un match on aurait pu prendre un point. Je pense que même le partage des points aurait été, vu la physionomie du match, aurait été plutôt correct. Maintenant, il manque beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de blessés dans notre équipe. On voit aussi le manque criant d'un remplaçant à Ibrahimovic. Hein. Mandzukic reviendra apparemment pour Pâques. Un joueur qui devait venir tout de suite apporter, pouvoir faire souffler Ibra, qui est nulle part. Et Erko l'a déjà dit plusieurs fois, apparemment, le renouvellement de son contrat se fera si le Milan finit en Ligue des Champions. Donc pour l'instant, c'est un peu un transfert raté à ce niveau-là. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. Malheureusement, sur ce match, on aurait pu franchement prendre un point. Ça se joue sur des détails. Il manquait, je pense, beaucoup trop de monde. Il y a eu le match de jeudi aussi. Milan a sorti une grosse prestation en Europa League contre Manchester. Et peut-être que ça a peut-être aussi tiré dans les jambes pour pouvoir aller accrocher ce match nul. Et il faut pas non plus oublier que l'équipe de Gattuso est quand même toujours très très compliquée à affronter quand même pour les grosses équipes. C'est surtout contre les petites équipes en général qui faute. Ils ont battu la Juve cette année. Ils ont battu, je crois, Rome. euh, Rome aussi. Il y a le match retour qui s'annonce bientôt. Voilà, donc c'était quand même. Et je crois qu'ils avaient mis une rouste aussi à l'Atalanta au match aller. Donc c'est quand même une équipe qui est assez compliquée, qui a un bloc très bas, comme Gattuso faisait lorsqu'il était chez nous. Et aujourd'hui, on a eu beaucoup de mal à prendre, en tout cas, de la vitesse. On rappelle que la Juve revient à un point. Aristipe, partages-tu l'opinion de Nico? C'est vrai que si on regarde les faits de jeu, il y a quelques parades de Donnarumma quand même, hein, à la 16e, à la 58e. Et puis si on regarde bien les occasions milanaises, il n'y en a pas des masses. Il y a une frappe de Leao sur le gardien à la 33e, une reprise de mouche de ce même Leao à la 65e et la fameuse tête de Rebic sortie par Ospina à la 70e. Qu'as-tu pensé de cette rencontre? Bah honnêtement, moi je me suis personnellement ennuyé. J'ai trouvé ce match assez faible en intensité et pas très beau techniquement, notamment des Milanais, puisqu'encore je trouvais que le Napoli ressortait plutôt convenablement le ballon, même parfois très bien. Mais voilà, je trouvais honnêtement un match où je me suis clairement ennuyé, un match sans relief. J'ai trouvé qu'on était totalement, et là je rejoins du coup ce que vous dites, hein, mais voilà, je trouve qu'on était un peu apathique sans numéro 9, on était assez inoffensif pendant ce match, notamment en deuxième mi-temps quand il a fallu réagir. Et puis ouais, effectivement, le match qu'on a joué jeudi contre Manchester United, grand match d'ailleurs. Là, on n'a pas réussi à enchaîner au Napoli qui joue plus l'Europa League depuis déjà le dernier tour puisqu'ils avaient été éliminés contre Grenade. Mais effectivement, voilà, Napoli était plus en jambes. Nous, on n'avait pas les ressources, on n'avait pas l'effectif et c'est vraiment une très mauvaise opération pour la lutte à la Ligue des Champions ce soir. Pour la Ligue des Champions, quand même, c'est pas compromis totalement, hein. On va pas crier Non, non, défaite tout de mais suite. vraiment mauvaise opération, ouais, je pense. Ouais, Ah, ouais, c'est bien certain sûr. qu'on perd des points, ça, depuis quelques temps, je le dis, hein, depuis la trêve, depuis Noël. Les défaites s'accumulent, alors qu'en début de saison, il y avait eu que la défaite en Europa League contre Lille, Erco. Hein. Il nous manque Zlatan, je dis souvent pas de Zlatan, pas de victoire. On parle depuis le début de saison de cette absence de profondeur de banc côté milanais, et on voit bien que lorsque certains joueurs sont absents, il y a un gros problème d'animation offensive notamment, et de liant, de cohésion dans ce collectif. Oui, et c'est là aussi que, enfin, évidemment que les absences et le manque de cohésion jouent beaucoup, mais il y a aussi, je trouve, un manque cruel d'ambition dans les gros matchs cette année-ci. Je trouve que c'est parce que, ok, il nous manquait des joueurs, mais comment mettre quand tu mets Kronic à gauche, même s'il manque des joueurs, c'est quand même contre Naples, c'est quand même, ça veut dire que tu as plus peur de perdre que d'essayer de gagner. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage quand même. On doit envoyer un message comme ça directement. De pas tenter c'est là aussi que tenter de lancer des jeunes, comme que je répète encore pour la 50e fois cette saison, même Maldini, qui a peut-être été plus utile aujourd'hui que de Krunic à gauche. Mais Maldini est valide. C'est. Ouais. De quoi? Maldini n'est pas Et valide, tout. si? Non, si, si, il était sur le banc, donc je crois qu'il est bien. Maintenant, il est revenu. Il a joué en Caprimavera la semaine passée, donc il aura D'accord. pu jouer quelques minutes. Donc maintenant, ouais, il n'est pas au top de sa forme non plus. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est d'avoir justement, il y avait Kalanoglu, Théo et il y avait encore un autre joueur qui revenait de blessure justement. Est-ce que c'est peut-être pas un peu risqué de faire ça directement, de mettre trois joueurs qui manquent peut-être de rythme directement dans un gros match où on sait bien que Naples, surtout en première mi-temps, nous a quand même pas pris à la gorge, nous a quand même allez,
quand même un petit, assez bien dominé quand même. Donc voilà, c'est peut-être des petites erreurs comme ça qui font qu'on perd des points. Donc sur le fond, je préfère perdre contre Naples et gagner contre des petites équipes par après. Mais voilà, c'est quand même, je trouve qu'on aurait quand même pu faire mieux. C'est, voilà, comme tu dis, là, il y a vraiment, avec les réserves, on a vraiment un problème de cohésion, à part justement Tomori qui s'adapte parfaitement, qui arrive directement à rentrer dans le match dès la première minute. Et Tonali qui Et sort une bonne performance, j'espère que vous le soulignerez. une, une bonne deuxième mi-temps. Je trouve que la première, il a quand même raté pas mal de passes, hein, donc des passes assez simples. Mais en fait, une fois que Makers et Diaz sont rentrés, qu'on a eu plus de vivacité dans le jeu, Ah bah là, tout il a quand change, même hein. Quand Saelemaekers rentre sur le terrain, là, forcément, c'est plus la même chose. non, mais je veux dire, c'était quand même des joueurs ils ont fait mieux que Diaz et Çalhanoğlu. Je veux dire, donc, C'est vrai, c'est vrai. voilà, donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'équipe commence à plus bouger, à plus s'écarter, à percuter, bah, pour un joueur créatif comme Tonali, c'est quand même plus simple de voir des choses. C'était beaucoup plus simple pour lui et je trouve que c'est bien illustré sur les phases arrêtées aussi, parce qu'il en a quand même fait 2 coups francs dangereux au deuxième mi-temps. Donc, The Corner n'est pas mauvais non plus. Quand on compare à ceux de Çalhanoğlu, surtout quand ils sont à direct, ben voilà, je trouve que même Krunic est peut-être pour l'instant meilleur que lui. Peut-être quand même commencer comment dire, à recadrer un petit peu ça aussi, revoir un petit peu qui pourrait tirer des coups francs. Mais voilà, c'est pour l'instant, il y a quelques quand même joueurs qui étaient réservés au début de saison, qui pourraient peut-être postuler maintenant pour une poste titulaire. Hein, parce que pour moi, enfin, Diaz doit partir pour l'instant devant Çalhanoğlu. Voilà, c'est dommage pour lui parce que voilà, il était très bon en début de saison, en fin de saison passée. Mais là, voilà, il retourne dans ses travers et Diaz montre quand même des bonnes choses. Donc pourquoi pas l'encourager à continuer ses performances comme il le fait maintenant. Nico, c'est vrai que, enfin, je sais que tu veux réagir, mais je suis obligé d'observer quand même que depuis la trêve, on perd surtout tous nos gros matchs. À part contre la Roma, on a perdu contre l'Inter, contre la Juve, contre l'Atalanta, on perd contre Naples, qu'on avait battu à l'extérieur pourtant en début de saison. Et c'est vrai que depuis la Covid, on avait pris l'habitude, enfin, hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, de remporter les gros matchs face à nos adversaires directs. Et là, c'est vrai que c'est la déconfiture totalement sur ce genre de rencontre depuis janvier. C'est vrai que c'est assez, surtout par rapport aux autres équipes, comme tu dis, par rapport à l'Inter, surtout, on avait pris même l'Atalanta, on avait pris des leçons. Là, aujourd'hui, pour moi, c'est pas une leçon. Après, il faut pas oublier que bah, jeudi, on a fait un très très bon match quand même contre Manchester. Manchester que personnellement, moi, j'ai trouvé moins fort que le Napoli, par exemple, aujourd'hui quand même. Donc, ça peut peut-être Oui, expliquer oui, je pourquoi suis d'accord avec toi. Oui. on a peut-être pas perdu. Mais là, moi, surtout, je voulais, et sur ça, j'ai pas d'explication pour expliquer comment actuellement le Milan passe complètement à travers de ces gros matchs. Il manque aussi beaucoup de joueurs à chaque fois. C'est une excuse, mais on a quand même le droit de le dire. Quand t'as mis Gabbia, Dalot, Tomori dans un match aussi important, à la base, c'est des joueurs qui sont là pour être remplaçants et ils se retrouvent titulaires. Et moi, je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Yerko concernant Krunic. Moi, j'ai pas envie de lui en vouloir sur un match comme ça. Pourtant, je l'ai souvent cassé. Mais au bout d'un moment, je veux dire, c'est quand même le coach qui décide de mettre Kronic donc sur cette aile gauche, alors qu'il a Jens Peter Hauge qui ne joue quasiment plus du tout, qui franchement, c'est même plus des miettes de pain qu'on lui donne, c'est encore moins que ça. Alors je suis d'accord que Rebic apparemment n'avait pas le 90 minutes dans les jambes car il revenait de blessure, mais au moins Grande entrée en jeu de Rebic d'ailleurs, hein. moi personnellement, je trouve qu'il a fait une très bonne entrée. Après, bon, il a ses mots contre l'arbitre, mais Erko a parlé de Saelemaekers et de Diaz, que j'ai trouvé franchement, fran- je les ai pas vu apporter beaucoup plus de choses que Çalhanoğlu ou Castillero aujourd'hui, mais l'entrée de Rebic, en termes d'intensité et en tout cas en termes de volonté et de mettre le pied, a été quand même très intéressante. C'est lui qui se procure quand même, qui donne ce très bon ballon sur Léao, que Léao vendange devant les cages. C'est lui qui met cette tête sur le centre de Tonali et qui a essayé de provoquer, en tout cas sur son couloir. On a pu voir le couloir gauche s'agiter quand même à l'heure de jeu, à la sortie de Kronic et à cette entrée de Rebic, qui pour moi est un désaveu total pour, euh, pour Pioli. Et pour finir encore sur Pioli, j'ai trouvé aussi assez, on va dire, couillu sur ce coup-là de mettre Tonali dès la première minute de jeu, en sachant que la paire Meïté-Caissier, depuis 3 matchs, était franchement de très très bonne qualité. Et je trouve que les deux joueurs, Meïté, Caissier et Tonali, bah, ça marche moins bien en tout cas en ce moment que Meïté-Caissier. Donc il y a eu des choix quand même assez surprenants sur ce match-là. Mais Tonali a joué quasiment libéraux, hein.
Je veux dire, il était très reculé sur le terrain. D'ailleurs, défensivement, je l'ai trouvé très au point. Il a récupéré énormément de ballons et j'ai trouvé assez propre, très peu de déchets dans son jeu et présent également en fin de match offensivement. Donc personnellement, j'ai beaucoup aimé son match. C'est pas transcendant non plus, mais je trouvais que c'était plus une bonne partie, surtout dans ce marasme milanais, parce que j'ai pas trouvé, je veux dire, à part Tomori, j'ai pas trouvé qu'énormément de joueurs avaient brillé ce soir. Mais justement, on va peut-être passer aux individualités, puisque vous semblez vous y adonner en ce moment, à moins qu'Aristi peut-être et Erco aient quelque chose à ajouter sur la prestation collective globale de l'équipe. Alors Aristide, Non. tu peux nous donner s'il te plaît ton homme du match ce soir côté milanais. Bah, tu l'as dit, hein, je pense que sans hésiter, c'est Tomori. Tomori, il a été impressionnant ce soir. C'est le seul qui a été impressionnant et comme tu le dis, hein, c'est le seul qui a fait un bon match parce que je vois pas en deuxième qui j'aurais pu mettre. Mais voilà, Tomori, c'est quand même des bons retours défensifs, surtout en première mi-temps où il tient quand même beaucoup la baraque alors qu'Insigne se met un peu la zizanie dans notre surface. Une bonne interception à la 27e. Non, franchement, Tomori, ce qui est impressionnant, c'est que, bon, je l'ai déjà dit, hein, mais il a pas beaucoup d'expérience, mais t'as l'impression qu'il est quand même là dans ce Milan depuis des années. Je trouve qu'il dégage une sérénité. Que ce soit, j'ai envie de dire, une sérénité en tant que joueur seul, mais aussi avec ses coéquipiers, parce que j'ai l'impression qu'il s'entend quand même bien et que ça communique bien avec le joueur avec qui il est associé à chaque fois, que ce soit Gabia ce soir ou Gjer ou Romagnoli d'habitude, mais enfin pas Romagnoli, mais parce il a pas encore joué avec Tomori, sauf si je me trompe, mais voilà, je trouve il est quand même Si, assez ils ont dû rassurant. faire un match Ah ensemble, ouais? si, il y a pas longtemps d'ailleurs. Ah, L'avant-dernier Contre match Vérone. là. Contre Ah, j'ai Vérone. oublié. ah, Véron? Oui, contre Vérone lors du 2-0. Ah C'est d'accord. ça, oui, Ah là, bah c'est voilà. exactement. Ah bah voilà, c'est le clean sheet. Mais voilà, donc qu'importe qui est effectivement aligné avec Tomori, il est quand même bon, donc c'est une très bonne qualité et félicitations pour son match. Erco, Bah, vu qu'il a si bien résumé de Tomori, bah, on pourra peut-être signaler pardon, un deuxième joueur qui a brillé, c'est Donnarumma quand même. Je pense que même si on perd, il a quand même bien tenu la baraque pendant tout le match. Il a quand même sauvé deux, trois ballons très importants. Donc, il a encore été très solide. Donc, ses sorties ont été très bonnes. Il a quand même. Allez, c'est juste ce que je reproche un petit peu. C'est pas vraiment de sa faute, c'est plutôt à l'équipe. C'est qu'on a une fâcheuse tendance à beaucoup jouer avec lui balle au pied. Faut oublier, j'ai l'impression qu'on considère plus comme un libéro que comme un gardien par moment. Voilà, faut pas oublier que c'est un gardien. Faut arrêter de mettre en contribution autant, c'est dangereux. C'est peut-être. Enfin, j'ai rarement vu une équipe faire ça avec son gardien quand même. ah, Surtout du côté de qu'il est chez quand même Giroud, jeune. c'était formellement interdit, hein. Tu prenais très très cher si tu faisais une passe en retrait au gardien, il ne supportait pas ça. Oui, mais bon, maintenant, les gardiens ont un petit peu évolué à ce niveau-là. Maintenant, la plupart des gardiens ont un minimum de jeu au pied. Mais là, je trouve c'est quand même très exagéré, là, le nombre. Dès qu'on sait pas quoi faire du ballon, on passe au gardien. C'est quand même le mettre en danger pour rien, mettre la pression. Les trois quarts du temps, ça passe. Mais des fois, bah, s'il y a une erreur, bah, celui qui tombe dessus, que c'est pas forcément sa faute, parce que voilà, c'est pas son rôle de faire ça. Mais sinon, voilà, un très gros match de sa part. Donc, voilà, encore dommage qu'il y a la défaite et que, voilà, malgré que le tir croqué de Politano, ben, ça fait goal. Sinon, je suis pas sûr que s'il ne croquait pas, il n'aurait pas eu. Donc, mais bon, voilà. On rappelle que Donnarumma était l'homme de la saison milanaise l'an passé. Nico, Moi, je vais mettre Tomori aussi. Franchement, voir un joueur que moi, je le connaissais pas du tout avant son premier match chez nous, sortir une telle prestation, enfin, c'est même pas la première qui sort. C'est l'archétype aujourd'hui, en fait, du défenseur moderne. Alors, ça va peut-être pas te plaire, MJ, mais hyper rapide, très fort dans le 1 contre 1. C'est ce que ça font que recherche de plus en plus les entraîneurs pour les phases de transition, vu que maintenant c'est un football qui est rempli de contre-attaques. tu sais que Euh, Baresi était très fort en 1 contre 1 aussi. oh, je sais, il était très réputé pour être le contre 1. Nesta aussi était très très fort pour défendre lui debout. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est aussi comme ça que joue notre équipe. Hein. On est à la base une équipe de contre-attaque quand on a notre équipe au complet, avec une équipe de contre-attaque avec Léao en général sur le couloir gauche et Salemaker sur le couloir droit. Mais Tomori, c'est ce type de défenseur, et c'est vrai qu'il s'est très bien acclimaté, je le connaissais pas du tout. C'est vrai que ça donne envie que le club lève l'option d'achat sur lui. Après, je me méfie toujours des gars qui font des quelques mois pour l'instant, mais c'est vrai que pour l'instant, je avec continuité, vu qu'il y a des blessures entre Remember Romagnoli. Piontek. Oui, c'est pour ça que je dis, il faut faire attention. Après, il faut dire que je pense que c'est quand même bien parti. Euh, voilà. Donc, en tout cas, voilà, il faut souligner sa très bonne performance. Je pense qu'aujourd'hui, il a annulé énormément d'actions très très chaudes, surtout en première mi-temps. Et on rappelle pour te faire plaisir, Nico, que Montolivo, lors de sa première saison, avait été brillantissime du côté du Milan. Aristip, as-tu une bonne surprise ce soir? Euh... ah, c'est dur, hein. Une bonne surprise. Si je dois en choisir une, alors ça va peut-être vous faire hurler, mais moi je mettrais Castillo.
Pourquoi Castillero? Parce que je m'attendais à rien. C'est pour dire le niveau des autres, hein, parce que j'ai trouvé que le match était vraiment horrible de la part des Milanais. Mais voilà, Castillero, je trouve que les retours défensifs qu'il a fait en première mi-temps, ça a énormément aidé Dalot notamment. À la 21e, 24e, 54e minute, j'ai noté beaucoup de retours défensifs. Et même offensivement, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne passe clé sur Léao, où Léao tire sur le gardien malheureusement à la 32e. Je trouvais qu'il y avait quelques dribbles qui étaient passés. Alors honnêtement, c'est un très petite bonne surprise, mais ça reste une bonne surprise parce que on l'a beaucoup taillé par le passé, donc faut aussi dire quand il fait des matchs tout à fait corrects ou du moins mieux que ses compères en attaque. Nico, un mot sur Castillero? Oui, je suis entièrement d'accord avec Aristide. Euh, Ça fait un certain temps qu'il est mieux. Apparemment, lui disait qu'il avait traîné une petite blessure. Bon, même si j'ai jamais été, même pas été à 100%, je suis pas un grand fan de notre ailier espagnol. Mais quand je vois les prestations de Makers, je n'arrive pas non plus à comprendre que ce joueur-là soit un titulaire indiscutable. J'ira parcourir beaucoup et surtout dans le vide. Je le trouve quand même très peu juste techniquement. Tu Et te je rends pense compte que qu'Arco va prendre la l'Espagnol, parole là? bien sûr, mais faut arrêter tout ça. Et je pense qu'actuellement, l'Espagnol, en tout cas pour moi, est légèrement devant le Belge. En tout cas, si il y a une feuille sur la feuille de match, je préfère mettre en tout cas l'ailier espagnol que l'ailier belge. Bon, Erko, vas-y. Ouais, c'est bizarre d'entendre ça quand même. Je ne m'attendais pas. Mais C'est je savais ironique. que ce serait douloureux. Oui, parce que voilà, je sais bien que c'est pas une grosse vedette, mais voilà dire que Castillero est mieux pour le moment. Enfin, j'ai pas vu le même match. Que oui, il a fait un ou deux chouettes petits trucs, mais je trouve justement que dans les points positifs, je voulais mettre justement la rentrée de Diaz et Selemakers, tous les deux, parce que je trouve qu'ils ont voilà, comme je l'ai dit, je parlais de Selemakers vu qu'on parle du fantôme espagnol avec lui, mais je trouve qu'il a apporté justement de Ah, la c'est percussion. contrasté ce soir, mais vas-y, chacun donne son avis, Erko, continue, vas-y. Non, justement, je trouve que dès qu'il est rentré, on a quand même senti un joueur qui avait plus envie, qui avait plus de répondants déjà physiquement, ce qui joue beaucoup dans un match. Il a quand même, comme pas mal débordé un petit peu aussi. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il a peur de tirer. C'est ça, voilà, c'est un truc qu'il doit travailler et qui travaillera, j'en suis certain, dans le futur. Mais on peut pas dire que Castillero brille sur ses frappes, donc voilà, c'est pas un point où il est meilleur que lui. J'arrive pas à trouver un point positif, même sans dire que, même sans faire la comparaison avec ce Makers, j'arrive pas à trouver un point positif à Castillero, tant ses défauts prennent vraiment de dessus sur ses qualités, enfin ses qualités s'il en a, mais voilà, à part sa vitesse, c'est vrai qu'il fait un bon retour défensif en première mi-temps, mais hormis ça, c'est catastrophique. Il y a rien du tout chez le joueur qui se permet de dire, voilà, il apporte un plus par rapport à un autre joueur. Non, il a rien du tout. Ne fût-ce que, voilà, quand on joue en Serie A, si t'as pas du tout de physique, je crois que physiquement, c'est le joueur le plus faible que j'ai eu l'occasion de voir jouer en Série A, en tout cas. Même Peut-être pour Jan Honda. et Jovinko. Non, non, Honda n'était quand même pas frêle, quoi. Donc, même Jovinko à côté, on dirait Stan, quoi. Donc, non, pour moi, ben non, Toujours la faut dire nuance, hein. ce qu'il est. Ben non, même le vent fait tomber. Je veux dire, aucun contact, il peut les gagner ce jour-là. Donc, quand tu joues déjà en Espagne, je sais pas comment on a réussi à briller un petit peu. Je suis déjà étonné. Ou alors, on nous a fait une bonne pub sur lui. Que, voilà, comment dire, et là, ils ont été bons là-dessus. Mais chez nous, en tout cas, en Italie, il y a absolument rien à faire là. Je sais pas, même mettre Maldini qui est au pied opposé, qui n'est pas du tout à ce poste-là, je suis sûr qu'il ferait mieux parce qu'au moins il y a un minimum de répondants. Et voilà, pour terminer avec Diaz, c'est justement, je suis même étonné parce qu'il a peut-être même été un peu meilleur que ce Maker. C'est quand même pas mal percuté. Il a fait des bonnes rentrées dans l'axe. Il n'a pas été aidé parce que voilà, je trouve que Rebet n'a pas fait beaucoup de bons appels sur la gauche. Il avait tendance au lieu de s'écarter un petit peu, par exemple, pour écarter les jeux pour Diaz, il voulait rentrer absolument dans le jeu pour essayer de marquer. Ça ne l'a pas aidé parce qu'il n'y a personne au démarquage, surtout quand Léo est sorti, pardon. Donc, il a fait une très bonne rentrée dans la lignée de ce qu'il faisait un petit peu récemment. C'est pour ça que je dis personnellement qu'il doit être titulaire. En tout cas, maintenant, il a peut-être été préservé pour Manchester, même s'il a quand même fait un bon match contre eux. Donc, il a peut-être joué titulaire contre eux. Donc, c'est ça que je ne vais pas juger Pioli là-dessus. Mais en tout cas, pour l'instant, dans la hiérarchie, il y a un petit pied au-dessus de Çalhanoğlu pour le moment, s'il confirme en tout cas. Alors, ce qui me fait sourire, c'est que tu mets Jovinko et Stam dans la même phrase. C'est vrai que c'est l'opposé, deux opposés, mais enfin, c'était rigolo. Mais Nico, je crois, veut encore réagir. J'ai peur qu'on soit parti pour un débat d'un quart d'heure. Nico, si tu peux faire bref. Bien sûr, je vais faire très bref. C'était juste pour expliquer et je pense que c'est pareil pour Aristide, quand il dit qu'actuellement, bon, moi, je pense que Castillo actuellement mérite un peu plus sur la forme du moment d'être devant Makers.
C'est comme quand on fait des débats, on faisait des débats à l'époque, Essia Muntari, Antonini Saibo, Rodriguez, Laxalt, voilà, Que actuellement de bons souvenirs. le niveau n'est pas non plus très très haut. C'est pour ça que à un moment, le Belge passe devant l'Espagnol, puis à un moment, l'Espagnol repasse devant le Belge. Mais on c'est d'une courte tête à chaque fois, hein, quand même. Bon, bah tu nous donnes directement ta déception peut-être? Oui, alors même si malheureusement le pauvre, c'est pas son poste, Léao, ça fait quand même 2 mois qu'on est dans le néant complet. Et j'espère que mes collègues vont en parler aussi, parce que quand Rebic jouait à cette place-là, il en faisait un peu plus et il se faisait taper un peu dessus. Mais Léao, c'est depuis 2 mois, je crois qu'il n'y a pas eu un but. Des pas décisifs, je crois pas non plus. Euh, il est en grande difficulté. Malheureusement, après, il y a cette nonchalance. Bon, même quand il est très bon, il a aussi cette nonchalance. Mais Ah, le mot magique. tu as l'impression qu'il s'en fout un petit peu. Et alors, voilà, bon, après, il fait face aussi à ce manque de profondeur après Ibrahimovic. Donc, on s'est rendu compte que Rebic n'était pas bon du tout, numéro 9. Donc, c'est lui qui prend cette place quand Ibrahimovic n'est pas là. Et que Mandzukic est encore à l'infirmerie. Mais il y a beaucoup trop peu, et il y a cette occasion quand même complètement ratée. Il en a une. Quand tu joues à ce poste-là, tu dois marquer. Il n'y a pas si longtemps de ça, je me rappelle, NJ, que tu disais que des fois on le voyait un quart d'heure, 20 minutes, et il arrivait à se mettre, comme lors du derby au match aller, avec 2 passes décisives. Tu avais dit, il a fait son boulot, même si on l'a plus vu après dans le match. Mais là, quand il a une occasion, on doit le voir, et malheureusement, s'il la rate, il est complètement, il est Exactement. oublié. Après, c'est un Ouais. joueur qui a besoin c'est un joueur qui a besoin de profondeur. Et malheureusement, c'est vrai que quand on joue face à des blocs pareils, comme contre Vérone, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Bon, il avait été un peu mieux jeudi parce que Manchester a laissé un peu plus d'espace. Mais en tout cas, vivement le retour d'Ibra qui devrait quand même s'annoncer jeudi Bah apparemment. oui, dès jeudi, c'est ce que j'ai compris, hein, c'est ça. Aristip. Du coup, pour reprendre un peu ce que dit Nico, effectivement, j'aurais pu parler de Léao, mais il en a bien parlé. C'est vrai que plus que son match, c'est la forme, comme dit Nico, qui est inquiétante depuis quelques mois. C'est quand même plus compliqué. Et effectivement, à juste titre, on défonçait Rebic, enfin, on défonçait entre parenthèses Rebic il y a quelques mois pour ça. Donc, il n'y a pas raison que Léao y échappe. Mais moi, il y a un joueur qui m'a vraiment énervé ce soir. C'est pas Krunic, parce que Krunic, voilà, il a fait ce qu'il a pu sur son aile, d'autant qu'il avait fait un super match jeudi en tant que numéro 10. Et justement, le poste du numéro 10, j'y viens. Voilà, vu ce qu'a fait le Napoli, parce qu'il joue en 4-2-3 aussi, le Napoli, on a vu le match de Zielinski, c'était pas du tout le même. Mais Hakan Çalhanoğlu était encore à la rue ce soir, mais à la rue, mais totale. Alors, bon, alors il revient de blessure ou autre, j'en sais rien, mais enfin, bon, il n'a pas été blessé très longtemps, il a été blessé peut-être 2 semaines, je crois, même pas. Mais là, ce soir, il était à la rue, quoi. Là, ça fait et Hakan Çalhanoğlu, ça fait pas 1 ou 2 mois comme Léao. Et puis on en attend pas la même chose quand même de Hakan Çalhanoğlu. Ça fait pas Nico long. nous dit qu'il a oublié qu'il était sur le terrain, donc c'est Ah bien ouais? que Ah il oui, voulait c'est en vrai. parler également. Tu vois, il a zappé le truc, et c'est vrai. Mais ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu bon, Çalhanoğlu finalement? Bah voilà, j'allais le dire, Léao, ça fait peut-être 1 ou 2 mois, mais Çalhanoğlu, je le mets dans mon flop numéro 1 parce que j'en attends plus. Mais honnêtement, Çalhanoğlu, ça fait quelques mois aussi, hein. Et c'est vrai que c'est la bonne période. Ça commence à remonter, je dirais à novembre. Ouais, novembre peut-être. Et Donc encore, il me semble qu'en octobre on le trouvait déjà moyen, donc ça a été très oui. épisodique cette saison. C'est loin du Çalhanoğlu de juillet, hein. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, c'est un peu les saisons à la Souzo que nous faisait Souzo il y a quelques années où il était bon, effectivement, 1 ou 2 mois sur 9, quoi. Mais Çalhanoğlu ce soir, c'est que des. En premier mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions de contre et à chaque fois, Çalhanoğlu, il faisait une touche ou deux de balles de trop et ça nous annihilait le contre. Donc non, c'est pas ce qu'on attend d'un numéro 10. Et c'est là où j'en veux. Enfin, je vais pas dire que j'en veux à Pioli, mais vu le match qu'a fait Krunic en poste de numéro 10, j'ai envie de dire, c'est contre Manchester et la semaine dernière aussi. Vu ce qu'a fait Diaz, qui est aussi intéressant de temps en temps, et surtout vu la forme d'Hakan Çalhanoğlu, pour moi, je rejoins ce que disait, je pense que c'est Nico qui le disait au début d'émission. Pour moi, Hakan Çalhanoğlu, il faudra le mettre sur le banc parce qu'aujourd'hui, Erko le disait il, aussi. il- ah, c'est Arco qui disait, pardon. Et effectivement, oui, Hakan Çalhanoğlu devrait être sur le banc au profit de Krunic et Diaz parce que le Turc est très mauvais, mauvais sinon très mauvais, depuis novembre, tout simplement. Erko, quelle est ta déception du match? Bah, je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont dit. Donc, sur Çalhanoğlu, qui sportivement était plus mauvais aujourd'hui, je pense. Et Léao, même s'il n'a pas été vraiment aidé, près de 3 derrière lui. Mais j'ai envie de souligner quand même la prestation de Rebic, puisque même si Oui. sportivement, ça n'a pas été pire, hein. Voilà, c'est pas. Il a été moyen, parce qu'il a alterné de très bon et de très mauvais. Mais voilà, je trouve que se faire expulser comme ça directement pour une insulte directe à l'arbitre, je trouve que il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça au Milan.
C'est rouge pété auprès de l'arbitre, tu prends une jaune, ça peut arriver. Ça peut, voilà, c'est un peu bête, mais ça arrive. Mais quand tu te prends une rouge directe et que tu vois par l'arbitre, tu te dis que ce qu'il a dit, ça ne devait pas être très gentil. C'est assez dommage que ça salit un petit peu l'image du club. C'est pas des choses qu'on est habitué de voir. Voilà, je préfère qu'il fasse expulser pour, enfin, c'est un peu bête de dire ça, mais pour un pied sur un tibia que pour ça, parce que voilà, c'est totalement volontaire. Il l'a dit à froid. Hein, il n'y avait pas d'air énervé au moment où il l'a dit. C'est lui qui perd le ballon bêtement en plus à ce moment-là, donc il n'y a aucune raison de s'en prendre à l'arbitre. Voilà, c'est un peu dommage de voir ça. C'est déjà que la prestation n'était pas très bonne pour le Milan. Si en plus on doit voir ça en plus, ça ternit un petit peu encore l'image aussi. Ça peut aussi un petit peu, comment dire, mettre un petit peu de bazar dans le vestiaire, parce que voilà, certains joueurs ont sûrement pas apprécié. Je pense pas qu'Ibra va apprécier une expulsion directe comme ça. Donc voilà, pour moi, c'est à cause de ça, il peut prendre le titre de pire homme du match parce que voilà, c'est quelque chose que je veux pas voir sur un terrain. C'est pas voilà, c'est quelque chose qui est à froid, qui est direct et qu'il faut respecter le corps arbitral un minimum. Et là, il a clairement fait l'opposé. Donc j'espère qu'il prendra une sanction exemplaire parce que on doit pas montrer notre soutien à des actions pareilles. C'est un point de vue que je partage, mais je crois qu'Aristide peut réagir. Oui, effectivement, je rejoins totalement ce que dit Arco. Si j'avais pas mis, si Hakan Çalhanoğlu n'avait pas été aussi horrible aujourd'hui, j'aurais mis Rebic en numéro 2 de mes flops, parce que ce qu'il fait là, c'est impardonnable. D'autant qu'on a tellement de blessés en ce moment, c'est vrai que c'est tellement intelligent de faire ça et d'être suspendu pour minimum un match. Je trouve ça d'une débilité déconcertante avec le nombre de blessés qu'on a, de se tirer encore une balle dans le pied alors qu'il vient de rentrer. Donc non, je rejoins totalement Erko là-dessus. Messieurs, avez-vous d'autres joueurs à mentionner, Nico? Y a-t-il quelqu'un dont tu aimerais parler? Moi, il y en a un que, quand Aristide disait qu'à part Tomori, il voyait pas un autre nom, bah, moi, j'en voyais un autre au cas où. C'était Hernandez qui a fait Théo, qui a fait un match en enfin, je veux dire, jusqu'à l'heure de jeu, jusqu'à la sortie de Krunic. Il était devant, derrière, partout. C'était aussi pour ça qu'il malheureusement, il n'était pas sur son joueur quand Politano a marqué. Mais toutes les actions un petit peu dangereuses sont venues de son couloir par ses accélérations. Ah, il donne tout, hein. Tous les très bons coups francs du Milan, les deux coups francs de Tonali sont venus sur des fautes sur Théo Hernandez. On a failli avoir un penalty sur Théo Hernandez. Franchement, pour un gars qui revient d'une semaine de blessure, je crois il avait pris un coup ou une gastro-entérite, je sais plus. Enfin, c'était assez vague ce qui se disait sur lui. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il a fait un très très gros match. En tout cas, dans l'apport offensif, il se donne à 200%, même si voilà, c'est sûr, il a fait de largement meilleurs matchs depuis qu'il joue chez nous. Mais en tout cas, ça a été offensivement, ça a été l'arme numéro 1 du Milan aujourd'hui. C'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de la nonchalance de Léao. Lui est aux antipodes. S'il y a bien quelqu'un qu'on peut pas accuser de nonchalance, c'est bien lui. Il donne tout systématiquement sur le terrain. C'est pas toujours très précis, c'est pas toujours parfait. Il y a des moments c'est moins bien que d'autres. Effectivement, il y a des lacunes défensives, moi que je fustige parce que je ne supporte pas ça, mais ça c'est mon ADN. Mais il faut lui reconnaître cet engagement qui est souvent précieux et surtout dans une équipe comme celle-là qui est privée d'inspiration et de son maître à jouer, Zlatan. Aristip. Pour rebondir sur Théo Hernandez, effectivement, moi, c'est pas un match. Enfin, dans ce genre de marasme footballistique qu'on a vu ce soir, oui, Théo Hernandez apparaît incontestablement comme celui qui a été le plus dangereux. Mais moi, je suis pas fan du trop de grinta qu'il donne depuis ces dernières semaines. Je trouve qu'il frise quand même souvent le rouge et que les arbitres sont très cléments avec lui. En ce moment, je trouve plus qu'avant, que ce soit en termes de fautes obtenues ou même en termes de jaunes qui peuvent être rouges, parce que honnêtement, celle qu'il fait sur Osimhen, je crois, on en a vu des rouges pour des choses assez équivalentes, et c'est pas la première fois que Théo Hernandez nous fait des gestes un peu limites comme ça qui Ah ont oui, pas c'est une vrai grande aussi, mais ça utilité. va avec son jeu. Il y avait Gattuso sur le banc adverse, c'était exactement la même chose quasiment à chaque match pendant toute sa carrière. Oui, bien sûr, mais je trouve que pour l'instant, il n'a jamais été vraiment puni de ce genre de trop plein d'agressivité. Et je pense que ça pourrait tourner, donc petite quand même mise en garde parce que ça peut vite tourner. Et je serais pas surpris que Théo Hernandez, dans les semaines qui viennent, vu comment il est parti en ce moment, provoque plus de penalty ou que les fautes marchent un peu moins et un peu plus de rouge. Attention, parce que parfois sont trop plein d'agressivité. Je trouve que c'est dangereux pour lui et pour l'équipe. Et ça peut poser un gros problème lors des matchs à élimination directe en Coupe d'Europe, comme je dis. Oui, C'est-à-dire que complètement. là, effectivement, tu joues un match à 10 comme ça, alors que tu as fait un partout au match aller, c'est très compliqué. Donc je comprends tes avertissements et on espère que Théo Hernandez saura canaliser son énergie un petit peu mieux, même si son énergie nous apporte également beaucoup de points très positifs. Erko.
Ouais, juste peut-être rebondir un petit coup pour Hernandez pour rappeler qu'il y a des joueurs comme ça qui sont très doués pour se faire ramener avec les arbitres et être quasiment intouchables. Hein. Je vais rappeler Van Bommel quand même, qui était quand même pas Oui. mal coutumier des fautes et qui a quasiment jamais eu de carton rouge dans sa carrière. Pourtant, il a quand même eu des fautes à ses limites. Et malgré ça, bah, il rigolait toujours avec l'arbitre. Et à mon avis, je pense que ça influence indirectement, c'est humain. Donc, c'est des joueurs qui sont plus ou moins, qui sont quand même assez intelligents pour plutôt que de râler dessus, bah, de rigoler avec, du copinage et ça marche bien. Et sinon, juste une petite déception et à prendre avec des très grands guillemets parce qu'il fait malgré tout un bon match. Mais le but qu'on prend, ça part d'une erreur de caissier à la base, hein, qui se jette. Au lieu de temporiser donc, défensivement entre les deux joueurs, ils se jettent pour faire un pressing sur le porteur du ballon, on ne sait plus c'était qui à Naples. Et du coup, bah, c'est tout l'espace au jour pour partir et c'est là qu'elle part la passe côté, donc, pour le côté donc, droit. Pardon. Et donc, voilà, c'est peut-être la première grosse erreur qu'il fait cette saison-ci qui nous coûte hélas un but. Donc, voilà, c'est une petite déception parce que globalement, malgré ça, il fait quand même un bon match. Mais voilà, c'est un peu, ça a quand même à souligner aussi que le but qu'on prend ici, c'est en grosse partie de sa faute. Hein. Donc, voilà, ça n'a pas été souligné, mais il faut le dire quand même, je pense, quand ça mérite de l'être. Quoi. Totalement. Passons au mot de la fin avec Nico. Moi, le mot de la fin, il est sur un peu mon dada de cette année, hein, c'est la Ligue Europa. Je t'avoue que jeudi, le match qu'on a sorti face à Manchester, avec les absents qu'on avait, je n'imaginais pas une seconde. Ah Je me ouais. suis, je me suis retrouvé à faire des sauts sur mon canapé parce que franchement, on n'a pas été aidé par l'arbitrage sur ce match-là, entre le but de Kessié qui semble valable, le penalty sur Diaz qui aurait pu être sifflé, ou le deuxième carton jaune qui n'avait pas été donné à 10 minutes de la fin aussi pour Manchester. Ce but de Kier, comme un symbole en fin de match à la dernière minute, même Ole Gunnar Solskjaer reconnaissait que c'était un très bon résultat pour Manchester, c'est un partout, en sachant quand même que Milan donc, marque à la dernière seconde. Puis les buts à la Bon, dernière minute, Solskjaer connaît. oui, Finale de Ligue des Champions 99 contre le Bayern, ouais. personne n'a oublié. Ouais. Et voilà, jeudi, il y aura le match retour. Alors oui, c'est la petite Coupe d'Europe. C'est plus le grand Manchester, c'est plus non plus le très grand Milan. Mais moi, je me dis que vu ce qu'on a vu jeudi dernier, il y a le moyen, il y a moyen pour que ça passe. En commençant le match, on est qualifié. Il faudra tenir 90 minutes. Ils vont récupérer des blessés comme nous. Il en manquera aussi pas mal de leur côté, vu qu'apparemment Pogba, De Gea devrait être encore en isolement, donc devrait pas être titulaire. Il manquera aussi Cavani, qui est absent déjà, c'est annoncé. Il récupère en fait quasiment que Rashford par Ah rapport au ouais, match. c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Il manque Van de Beek. Il manque un peu de monde, donc tant mieux. Nous, on récupère des joueurs en espérant que ça passe. Après, si on arrive à être dans les 8 derniers, après tout, on pourra y croire et ça donnera un petit peu quelque chose pour cette fin de saison. J'ai quand même du mal à imaginer qu'on puisse tomber, même malgré ce mauvais résultat. Le Napoli est tellement irrégulier, comme la Roma et la Lazio. On a quand même un petit matelas quand même si c'est vrai aujourd'hui c'était une contre-performance. Donc j'espère que voilà, on va passer ce tour pour se donner un petit peu un petit plaisir peut-être en essayant de ramener une coupe à la fin de la saison, qui Ah bah serait si déjà. Milan gagnait l'Europa League, ce serait extraordinaire, mais enfin on n'en est pas là. Ce qui est paradoxal quand même, Nico, c'est que tu parles de cette prestation, effectivement à juste titre, mais quand on voit ce qui s'était passé au tour précédent contre l'Étoile Rouge, c'est le jour et la nuit quoi. Après, on n'est pas sur les mêmes types d'adversaires. Je pense que c'est des trucs tout bêtes, hein, mais quand tu joues à Old Trafford, c'est pas la même chose que contre l'Étoile Rouge, parce que on a fait les deux matchs contre l'Étoile Rouge de Belgrade, pour ceux qui les ont vus, étaient franchement, Minable. étaient vraiment. Ah, bref, on méritait même pas de Avec un passer. grand Léao encore. Bon, il n'y avait pas que lui, hein. Il y avait beaucoup qui étaient passés complètement à travers sur ce match-là, et beaucoup de suffisance. Et là, quand tu vois Manchester, il y a avec une autre équipe sur le terrain aussi, parce qu'on avait beaucoup d'absents. Ils se font vraiment un mec comme Krunic, même Meite a sorti une prestation exceptionnelle. Dalot a fait un très bon match. Il manquait, Théo Hernandez n'était pas là au match, il n'était pas là jeudi. Mais bon, de toute façon, là, le niveau va monter. Et quoi qu'il arrive, je pense que c'est aussi une vitrine pour certains joueurs. Et de prendre aussi de l'expérience. Si l'année prochaine, on a la chance d'aller en Ligue des Champions, ben, je pense que ces matchs-là peuvent servir quoi qu'il arrive parce que on est quand même très loin de jouer, je pense, encore un huitième de finale de Ligue des Champions quand même. Déjà, jouer les poules, ce sera déjà bien d'y participer. Ah bah on passe notre temps à dire que jouer en Serie A c'est jouer peu de grands matchs, là c'est vrai qu'on a l'occasion d'en faire un jeudi, on en a fait un jeudi dernier, pourvu que ça dure et on sera évidemment devant notre écran. Aristip. Eh ben, une fois n'est pas coutume, je vais rebondir un peu sur ce que dit Nico pour parler des résultats des clubs Ah mais nous en italiens, sommes du moins friands. de Serie A.
Oui, tout à fait. Du coup, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Nico parce que, à l'instar de ce qu'il a pensé du match contre Manchester jeudi, j'ai pensé à peu près la même chose. Moi, j'ai vibré, voilà, à la fin du match, j'étais fier du Milan, j'étais fier de mon équipe. C'est ce que je voulais voir et j'ai vu ce que je voulais voir. J'étais vraiment très, très heureux. Je trouve qu'on a fait une super partie tactique. Certains joueurs ont été vraiment très bons. Je pense notamment à Jair, à Kronic, mais aussi et surtout, et je pense que ça rejoint un peu ce qu'a dit Erko à juste titre dans les flops. Mais voilà, Kessie a été extraordinaire jeudi. Clairement, si Jair met pas son but à la dernière minute, c'est Kessié l'homme du match, il n'y a pas de débat. Et voilà, Kessié, il confirme face à une très grosse équipe. Il a mangé le milieu de terrain de Manchester à lui tout seul. Et honnêtement, effectivement, sa performance aujourd'hui n'était pas celle escomptée. Mais moi, aujourd'hui, comme tout le monde, j'ai vu un caissier complètement cramé, donc qui soit sorti à la 60 et quelques ou 50 et quelques. Voilà, Et vu il va comment sans il doute était prolonger, et pas rincé. pour 10 millions. Oui, complètement. Et puis il mettra sûrement moins de 1 an et demi, contrairement à d'autres, pour prolonger. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, Mais la Ligue des voilà. Champions, tout ça, là, vas-y, parle-nous un peu des autres clubs, là, qu'on sache un peu ce qui s'est passé. Enfin, on sait un petit peu, nous, mais bon, les auditeurs, pas Comme vous forcément. le savez, hein, pas de surprise, enfin pas de surprise, l'élimination de la Juventus du coup en huitième de finale de Ligue des Champions contre Porto. Après j'ai envie de dire un gros combat physique, parce qu'il faut dire que c'était quand même un sacré match. Hein, moi qui supporte aucune des deux équipes, même si c'est vrai que je préfère que la Juve passe dans ce genre de situation. Ça nous évitait de passer pour des guignols, nous le championnat italien, mais voilà, la Juve est éliminée avec vraiment une même s'il y avait un gros combat physique, quand même, c'était une bouillie tactique pendant 120 minutes, puisqu'on est allé aux prolongations, pour ceux qui ne savent pas. La tactique de Pirlo était clairement de décaler le ballon sur Quadrado pour centrer sur Cristiano Ronaldo. Et ça a été ça tout le match. Donc avec une tactique de genre, quand Porto défendait à 10 derrière, effectivement, ça pouvait difficilement passer. Ronaldo a fait un match très mauvais. D'ailleurs, sur le mur où Porto reprend l'avantage, c'est lui qui se tourne, alors que voilà, bon, c'est quand même un joueur qui doit être fait pour ça. Mais le meilleur du match, vraiment la super performance côté Juventus, et la seule, je te le donne dans le mille, MJ, tu dois savoir, c'est Ah bah oui, mais c'est forcément Chiesa. Mais Chiesa, on va le rappeler quand ah même ouais. que les mondialistes déclaraient fini pour le foot à 20 ans. Hein. D'ailleurs, on pourrait parler également de Locatelli ou Moiskin. D'accord, tous ces joueurs-là qui étaient soi-disant mauvais, parce que je passe mon temps à dire qu'il fut un temps, on montait trop vite les jeunes, aujourd'hui on les descend trop vite. C'est-à-dire qu'un mec à 20 ans qui monte pas tout de suite, qui peut être ballon d'or, il faut immédiatement le descendre et le déporter en Europe de l'Est. Alors moi, quand je vois des prestations de Chiesa, que ce soit contre nous, ou contre la Juve, ou entre les deux, parce que visiblement, moi j'ai pas suivi les matchs, mais quand je lis les commentaires, il est bon depuis un moment, et plus que bon d'ailleurs, et il se permet d'être meilleur que Ronaldo dans un match comme ça. La Juve a quand même pris Ronaldo pour gagner la Ligue des Champions, on l'a pas oublié. Hein, donc non, c'est très très bon à la fois pour son équipe, pour lui, mais également pour l'Euro. Moi je pense à ça. Et quand on voit que Chiesa était pressenti pour venir au Milan l'été dernier, et quand on voit jouer Leao Castillejo, ça laisse songeur. Hein. Oui, complètement. Non, complètement. Effectivement, Chiesa se fait un bon début de saison. Et là, il est vraiment monté en puissance depuis, j'ai envie de dire, décembre, janvier. Et il a fait un excellent match contre Porto. Bah, c'était le seul d'ailleurs, mercredi dernier. Et non, franchement, c'est un bon petit joueur qui est bien plus intéressant que Bernardeschi, puisque certains le comparaient, puisqu'il venait du même club. Hein, donc à peu près le même poste et même club, la Fiorentina. Mais c'est vrai que Chiesa, c'est vrai que c'est de bonnes perspectives pour l'Euro. Et du coup, côté Ligue des Champions, il ne reste que à l'Atalanta qui va jouer le Real au match retour, du coup, après avoir perdu 1-0 sur sa pelouse, et la Lazio qui a perdu 4-1 face au Bayern. Donc, pour vous dire que les clubs italiens, je suis même pas sûr qu'il y en ait un seul sur les trois qui étaient embarqués lors de ces huitièmes de finale qui passent en quart finalement. Les clubs Donc, très compliqué italiens, pour les faut le clubs dire italiens. vite, je le répète toujours, ce sont des clubs sans italiens, ou presque. Ah, ça oui, Ah bah oui, mais enfin effectivement. du coup c'est difficile de les appeler clubs italiens, mais c'est vrai effectivement les résultats sont déplorables. On verra si Milan sauve la mise, sauve l'honneur en Europa League. Erco, mot de la fin. Oui, et juste pour rebondir un petit coup, c'est que voilà, tu dis que les clubs italiens sont déplorables. Pour moi, Atalanta n'a pas été contre le Real, hein, parce que pour la première fois, je suis comme on m'avait dit Ah oui, clairement de taper sur l'arbitrage, parce que ouais, c'est ouais. clairement un vol, donc c'est pas du tout mérité. Donc Non, je suis c'est ce club qui a réussi à briller cette année-ci, donc chapeau à eux. Et, mais même s'ils sont éliminés, je pense qu'ils vont quand même faire un gros match retour, même au Real. Et ils vont comme donner du fil à retordre. Donc voilà, c'est quand même dommage pour eux, parce que c'est la seule équipe qui a d'ambition en Europe, en tout cas en Italie. Donc voilà, tant pis. Donc dommage pour eux, mais voilà, c'est pas de leur faute.
Sinon, j'aimerais reparler un petit peu, quelqu'un en a parlé tantôt, mais de la situation contractuelle de deux, trois de nos joueurs. Donc, Ibrahimovic, je crois que c'est plus sa dirigeance qui attend pour le prolonger, parce que vu son âge et ses petits problèmes physiques, ça sera joué en fin de saison comme l'année passée. Mais voilà, Çalhanoğlu comme Donnarumma, surtout Donnarumma, c'est problématique, parce que Çalhanoğlu, apparemment, il a quand même fait des petits pas en avant pour signaler que lui, il a envie de rester quand même. Donc je pense que ça va Ah se faire, merde. ça se joue à quelques détails. Oui, après, je peux me tromper, mais je pense que oui, ça va se faire, parce qu'il a été lui-même à Casa Milan il n'y a pas longtemps avec son Oh. agent de leur propre initiative pour essayer de trouver une solution Je croyais qu'il donc partait en trouver un Angleterre, accord. moi. Non, non, ça va jouer sur des bonus. Ils vont rajouter des bonus. Et normalement, Oh. d'après Longo, qui est quand même très très bien renseigné sur Milan, ça devrait se faire. Mais bon, je trouve ça dommage que le joueur qu'on en parlait quand même comme notre futur capitaine, qui est censé aimer le club plus que tout le monde, n'a toujours pas prolongé qu'on arrive en Madrid. Je trouve ça déplorable Ouais. comment dire, de mettre une pression comme ça sur le club que tu es censé aimer, que les supporters quand même une grosse admiration pour toi. Et malgré ça, tu dis rien, il y a aucun pas en avant de ta part. Tu laisses toi ton agent qui lui ne pense qu'au pognon. De toute façon, donc, il est gros qui a la plus grosse commission. Et après, ça vient se plaindre, tu fais des petits Saint-Denis touches, des petits clubman, mais ça n'est pas du tout le cas. Je pense que pour moi, mon opinion sur lui n'a pas changé, même si sportivement, voilà, c'est un des meilleurs gardiens du monde. Mais humainement, je trouve que c'est quand même un des pires quand même qu'on a eu à Milan, parce que c'est un joueur très très faux. C'est à partir du moment où tu fais aucune déclaration, rien pour rassurer un petit peu les gens, et que tu fais rien pour avancer la chose, que tu veux absolument tes 10 millions par an, enfin, tu as 8-10 millions par an, que tu sens forcément justifié, que tu ne veux pas faire aucun pas en avant, surtout quand tu prends en situation que c'est Covid, que financièrement, quasiment aucun club ne pourra t'offrir ce que tu demandes pour le moment. On va quand même peut-être réussir pour le moment c'est pas encore fait, loin de là, mais donc à se qualifier en Ligue des Champions. On est vraiment dans une passe très positive. C'est peut-être ce joueur qui n'est pas justement positif envers le club. C'est le gros point noir cette saison. Il va encore peut-être prolonger pour un an ou deux et encore se faire passer pour une déclaration pour dire qu'il aime tellement le club. Mais je pense que s'il aimerait vraiment le club, je pense qu'il prolongerait. Et il laisserait peut-être un petit peu moins Donnarumma jouer avec les pieds des dirigeants. Et je trouve ça même très humiliant pour le club de laisser un petit gamin de 20 ans comme ça, justement, mener les négociations sans avoir un mot à dire. Quoi. Surtout quand on sait que celui qui fait une négociation, c'est quand même un certain Maldini, quand même, qui a écrit l'histoire du club, qui se fait marcher, entre guillemets, c'est pas de sa faute, mais il se fait marcher dessus par un petit gamin de 22 ans et son agent qui pense qu'au pognon, qui ternit un petit peu plus l'image du football actuel, qui est clairement plus pécuniaire que sportif. Et heureusement pour Donnarumma et pour d'autres que les supporters ne sont plus au stade, parce qu'il y aurait à mon avis quelques banderoles. Mais Nico veut réagir. Moi, j'en ai beaucoup parlé de Donnarumma et de son contrat. Là où je veux rebondir sur ce que dit Erko, et c'est pareil pour le Turc, hein. C'est des joueurs qui nous font languir depuis je ne sais combien de temps. Ils veulent rester. Alors ça, les médias italiens et ceux qui suivent le Milan en sont sûrs. Ils vont certainement même prolonger. Ça fait depuis le mois de janvier, le mois de janvier, depuis le mois de janvier, les discussions se sont accélérées de chaque partie pour les joueurs comme pour la côté de la dirigeance. Toutes les 2 semaines, on entend ça se rapproche, ça se rapproche. On arrive sur la fin du mois de mars, toujours rien. Moi, je suis pas si sûr au final que ces joueurs-là ont une demande aussi folle au salaire qu'ils demandent. Certainement qu'ils ont des demandes. Mais est-ce que quelqu'un va donner les 8 ou 9 millions que demande apparemment Donnarumma? Est-ce que quelqu'un va donner les 5 millions que demande Çalhanoğlu? Je veux dire, normalement, Donnarumma, surtout, comme Çalhanoğlu, on en a parlé aujourd'hui, qu'on n'a pas vu, qui est invisible, que ça commence à faire quelque temps que les prestations recommencent à devenir celles qu'on connaissait. Donnarumma, ça fait un mois que je le trouve plus aussi décisif. Est-ce que cette négociation de contrat elle est en train de prendre aussi un peu les têtes parce que contre l'Udinese, euh, le but qui se prend, c'est un scandale quand tu demandes 7 ou 8 millions annuels. Le but que tu prends contre Manchester, cette sortie là, que je sors pas, C'est vrai. à 7-8 millions, je veux dire, c'est des sommes qui sont importantes. Aujourd'hui, il ne sort aucun exploit. Malheureusement, quand tu demandes 7-8 millions d'euros, à un moment, faut les justifier. Alors, il est justifié très bien durant cette première partie de saison. Depuis quelques temps, il a un petit coup de moins bien, qui franchement, qui est de notre gardien, qui est franchement très léger. Mais ça devient pénible d'entendre tout le temps et on va s'arranger. Au final, on trouve
les dirigeants comme les joueurs, il n'y a aucun accord qui tombe. Là, on nous dit qu'apparemment Calabria et Kessié, à la fin de la saison, ça va se mettre autour d'une table et apparemment les accords sont déjà là. Ils veulent juste pas signer les contrats avant en cours de saison, mais il y a Kessié va prolonger, Calabria va prolonger. Kessié, quand on voit la saison qui sort, il va prendre moins que Çalhanoğlu quand même s'il prolonge. Et je veux dire actuellement, il a quand même une autre, je veux dire, le niveau qui sort cette saison. Kessié, apparemment, il intéresserait de sacrés gros clubs, et ce que je peux comprendre après une saison pareille. Ah bah c'est le meilleur joueur Et milanais sans discussion possible. C'est clair. pour moi, mais c'est juste ça qui est quand même assez effarant, c'est de se dire ces jours-là, la chance qu'ils ont, vraiment, quand on voit quand même que le Milan fait un effort au niveau du salaire, que ce soit comme pour notre gardien, comme pour notre numéro 10, et qu'au bout d'un moment, les joueurs sont toujours là à demander apparemment encore un peu plus, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, ils auront jamais les demandes qu'ils veulent, mais bon, peut-être qu'ils se disent qu'ils vont arriver. Après, pour ce qui est du cas d'Ibrahimovic, c'est normal que la direction se mette à la fin de la saison autour d'une table et de décider. On sait que le Suédois veut rester. Maintenant, en tant que titulaire indiscutable, ça reste à voir en tout cas. Erko? Ben, qui me posait une question, c'est qu'en Belgique, certains clubs, depuis un scandale qu'il y a eu quelques années, refusent de travailler avec certains agents. Est-ce que tu pourrais pas prendre un petit peu justement un exemple de ça et arrêter de travailler avec des gens comme Riola qui piétinent les clubs et justement de n'importe quelle manière, justement pour On parle de rapporter un la maximum belge, de. Pardon? l'agent belge, quoi il s'appelle Boyata, là, un truc comme ça, il s'appelle? Ouais, Ouais, moi, il y a Bayat. Bayat, Moji Bayat. Voilà, Ouais. Moji Bayat. Et pourtant, Le, Bayat, le il a quand Mandela, même. le Mandela belge. Oh, voilà, c'est un agent qui a justement beaucoup de pouvoir en Belgique, qui est peut-être un peu l'équivalent belge de Raiola. Et certains clubs, justement, depuis le scandale qu'il y a eu, ont arrêté de travailler avec lui, parce que justement, c'était quelqu'un qui ternissait beaucoup, qui imposait des joueurs au club et des conditions. Certains clubs ont arrêté, parce que voilà, ça ne fait pas partie de l'image du club. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre l'exemple et arrêter de travailler avec Raiola? Je pense que ce n'est pas infaisable. Je veux dire, il y a quand même beaucoup d'autres agents que lui. Tous les joueurs ne sont pas justement sous contrat avec Raiola. Je pense qu'il y a un moment, il faut peut-être mettre un stop, parce que sinon, si ça continue comme ça, dès qu'un jeune joueur a percé qui va aller chez lui, ben, ça va être continuellement comme avec Donnarumma. Je pense que pour le bien du club, je pense qu'il y a un moment, il faut peut-être dire, écoute, ou tu te calmes un petit peu avec nous, on arrive à travailler avec toi, et voilà, et si les jeux reprennent mal, ben, ils iront voir ailleurs, on recommencera avec d'autres. Mais je trouve ça quand même usant, et déjà pour nous en tant que supporters, usant et stressant de travailler avec un agent comme lui, puisque voilà, on ne sait jamais si les joueurs vont rester ou pas, parce qu'on dirait que Raiola, il a d'autres ambitions qu'Italie. Et en plus, voilà, c'est un agent qui est quand même, qui influence beaucoup aussi de joueurs, et comme on voit avec Donnarumma ici. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment leur mot à dire? Est-ce qu'ils sont bloqués contractuellement? Parce qu'il a peut-être rajouté des clauses dans les contrats qu'il a dit. Je ne sais pas. Je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment très net comme relation. Mais je pense qu'il y a peut-être un moment où il faut peut-être arrêter justement la casse et se dire bah, tant pis, on fera sans lui et on trouvera d'autres joueurs avec d'autres agents peut-être plus corrects. Parce que quand tu regardes Calabria, son agent, ces négociations vont se faire en très peu de temps de joueurs et malgré les bonnes prestations qu'il a, s'il prolonge, ce sera pour moins de 2 millions d'euros, quoi. Donc dans le football actuel, c'est que dalle. Donc, quand on sait que maintenant tu fais 6 bons mois, bah, tu gagnes 3 millions, bah, lui, ici, bah, tu rates donc à moins de 2 millions. Comme quoi, on peut aimer le club et de prouver aussi sur le papier. Donc, je trouve ça vraiment répugnant de travailler avec un gars comme ça et j'espère que ça changera. À Et bon juste pour entendeur. terminer, ouais, un bon entendeur, voilà. Et juste pour terminer, une petite anecdote aussi, encore avec la Belgique, mais quand on vient avec le Milan, c'est que pour la première fois depuis de nombreuses années, donc l'Union Saint-Gilloise vient de remonter en Division 1. Donc ça vous dit certainement rien du tout. C'est un club de la capitale. Et c'était surtout le club qui nous avait vendu, pour ceux qui s'en rappellent, donc un grand monsieur d'histoire du Milan, c'est Louis Van Egg. Et donc ça fait du mal de revoir ce club remonter en Division 1. Et donc voilà, c'est juste pour la petite anecdote. Bon, merci messieurs, nous nous retrouverons dimanche prochain pour le match contre la Fiorentina, à moins que jeudi, sait-on jamais, nous parlions du retour face à Manchester, mais les matchs en semaine c'est compliqué. Bonne semaine à vous, à très vite, salut! Ciao. Salut! Ciao.